va lancer notre atelier ou notre table ronde, je ne sais plus exactement, donc vers une approche territoriale de l'agriculture et de l'alimentation, point d'interrogation. Donc bonjour à toutes et à tous, on vous voit mal, mais voilà. Je suis chargée de mission au sein de Cap Rural, qui est un centre de ressources régionales et réseau rural en Auvergne-Rhône-Alpes. J'y ai entre autres le plaisir d'animer le réseau des acteurs engagés dans des démarches alimentaires en région Auvergne-Rhône-Alpes. Un outil qui a pour objectif de faciliter l'émergence et la mise en œuvre de politiques alimentaires dans les territoires. Notamment, on parle ici des projets alimentaires territoriaux qui ont été promulgués par la loi d'avenir sur l'agriculture et l'alimentation de 2014 et qui visent justement à cette reterritorialisation de l'alimentation. Pour mémoire, aujourd'hui, on a plus de 370 territoires qui sont engagés au niveau national dans ces démarches alimentaires territoriales. Au niveau national et quelques 52 territoires qui ont été labellisés par l'État pour lancer, faire émerger et mettre en œuvre ces démarches, sans compter tous les territoires qui n'ont pas demandé la labellisation ou qui ne l'ont pas obtenue. Donc voilà, l'approche territoriale, en fait, c'est bien des questions de reterritorialisation de l'agriculture et de l'alimentation dont il est question, avec un sujet qui est à fort enjeu, des enjeux qui sont encore accentués par la crise sanitaire et aujourd'hui la guerre en Ukraine. Donc on parle de plus en plus de résilience alimentaire. La résilience alimentaire, c'est vraiment la capacité dans le temps d'un système alimentaire et de ses entités à fournir de façon suffisante, adaptée et accessible de la nourriture en dépit des perturbations diverses à l'œuvre et celles y compris qui sont imprévisibles. Donc on a là des enjeux, des notions de sécurité alimentaire, mais aussi de qualité, de durabilité et d'accessibilité à l'alimentation. Et ça ne vous aura pas échappé que depuis mai 2022, on a également cette question de la souveraineté alimentaire avec un nouveau nom pour le ministère de l'Agriculture et donc de la souveraineté alimentaire. Donc voilà, et donc la souveraineté, c'est la possibilité de choisir, de n'être pas obligé ou déterminé que par sa propre volonté. Donc voilà, c'est vraiment le droit des peuples à définir leur propre alimentation et leur agriculture. Donc en fait, quand on parle de reterritorialisation, on entend un retour à une agriculture et une alimentation qui soient plus ancrées dans leur territoire. En fait, on parle très précisément d'une redynamisation des relations entre les acteurs au sein du système alimentaire d'un territoire. Et on verra que cette notion de territoire, elle peut parfois effectivement être questionnée. Donc voilà, cette reterritorialisation s'appuie sur un mouvement autour du développement des réseaux, d'organisations et de diverses coordinations entre les différentes parties prenantes du système alimentaire territorial ou des systèmes alimentaires territoriaux. Voilà, quelques éléments pour poser un peu notre sujet. Donc pour aborder la question qui nous est proposée par les organisateurs, nous avons 6 invités aujourd'hui, donc par ordre alphabétique, qui ne serait pas forcément l'ordre des prises de parole. Donc Christophe Corbière, qui est chef de projet alimentation et circuits courts au sein du service agriculture et forêt du département de l'Isère, un territoire qui est aujourd'hui labellisé PAT de niveau 2 et qui agit de longue date sur la territorialisation de l'agriculture et de l'alimentation. Christophe, vous nous en parlerez. Adrien Delepeller, vous êtes directeur associé de l'entreprise à mission Foodbiome, une société de conseil dont le projet est de restaurer le lien alimentation-territoire. Vous nous direz comment. Guillaume Derissard, vous êtes agronome de formation. Vous avez été pendant 15 ans le directeur de Sol et Civilisation, un think tank issu du milieu agricole et qui vise notamment à accompagner les transitions agricoles. Aujourd'hui, vous êtes, et depuis 2 ans, le directeur des coopératives des fermes de Figeac, une véritable entreprise de territoire.
Benoît Jules, vous êtes éleveur d'abord, élu et membre du bureau de la Chambre d'agriculture du Cantal. Vous êtes aussi présidente d'une coopérative agricole et une coopérative porcine qui réunit 40 éleveurs. Et vous êtes également vice-président d'une grande coopérative ou du groupe Altitude, donc, qui réunit 5 coopératives et plus de 2500 adhérents. On en parlera. Nicolas Portas, vous êtes directeur du service agriculture, alimentation et forêt au sein du département du Puy-de-Dôme. Et vous êtes également le directeur de l'association nationale AgriLocal. AgriLocal, une plateforme numérique dont vous êtes à l'origine, dont le département du Puy-de-Dôme est à l'origine en partenariat avec le département de la Drôme et dont vous nous parlerez. Et puis pour finir, la seule femme de notre atelier, Anne-Carine Kemener, vous êtes directrice départementale pour le Puy-de-Dôme de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis nous verrons avec vous comment les SAFER participent aujourd'hui aux dynamiques de territorialisation. Voilà. On prendra bien sûr à l'issue de ces échanges 15 à 20 minutes pour échanger avec notre public, nombreux aujourd'hui. Donc préparez vos questions, il faudrait qu'elles soient synthétiques et concises. On va essayer d'aborder cet atelier, cette table ronde, à travers 3 questions principales. D'abord, comment on agit concrètement et comment nos invités intervenants agissent aujourd'hui concrètement dans leurs activités et leur territoire en faveur de cette territorialisation. Voilà. Après, on prendra quand même un temps pour peut-être pointer les contraintes, les nœuds, les facteurs limitants à ces dynamiques. Et puis, on conclura assez rapidement sur comment mieux et plus coopérer demain en faveur de cette reterritorialisation. Si ça vous convient à tous et tous, si vous n'avez pas de questions au démarrage, on y va. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de laisser la parole dans un premier temps à ce qu'on appelle l'amont agricole. Donc, Benoît Jules, Guillaume Dérissard, ça va être à vous pour effectivement nous expliquer comment aujourd'hui, en fait, vos différentes casquettes, vos différentes actions, vous agissez pour cette reterritorialisation. Bonjour à tous, merci. Alors, pour continuer ma présentation, alors je suis moi-même éleveur dans le département du Cantal, donc éleveur sur une structure sociétaire, donc je suis associé à deux autres personnes dans le cadre d'un GAEC, et nous produisons à la fois du lait avec des vaches laitières pour de la OP Cantal, des vaches allaitantes avec des animaux finis, des génisses notamment, et une production porcine, ce qui est plus d'ailleurs mon projet d'installation historique, naisseur-engraisseur, et là du coup sur de la production porcine sous l'appellation porte-montagne et IGP, c'est les ondes d'Auvergne, et qui sont destinés à une filière de transformation locale. Voilà donc mon activité en tant qu'éleveur, moi-même jeune père de famille d'ailleurs, et ancré sur mon territoire. Et j'évoquerai tout à l'heure plus mon engagement. En fait, j'ai choisi de m'investir au-delà de mon exploitation, notamment au sein de ma coopérative. Donc coopérative porcine, qui elle-même est adossée à une union de coopératives qui est Altitude, dont je suis vice-président. Voilà. Et par ailleurs, donc, je représente les coopératives au sein de la Chambre d'agriculture du Cantal. Parler de territorialisation, effectivement, c'est un sujet relativement vaste, enfin de reterritorialisation de l'alimentation. Et je pense que je vais essayer de l'exprimer au travers de quelques exemples qui me sont propres, tout d'abord sur mon exploitation. Pour moi, c'était un choix de m'investir dans des filières collectives, de ne pas forcément chercher à transformer les produits moi-même, mais plutôt de m'associer à une quarantaine d'autres éleveurs, en l'occurrence dans la production porcine. Et nous sommes, au travers de notre coopérative, propriétaires d'un atelier de transformation, d'une salaison en fait, qui transforme
la quasi-totalité de la production de notre coopérative. Je pense qu'on l'évoquera peut-être un peu plus, enfin je pourrais l'évoquer un peu plus tard. Aujourd'hui, quand on transforme un cochon, on le vend en moyenne à 3 voire 4 clients différents. Certains morceaux à de la grande distribution, certains morceaux à de la restauration locale, certains morceaux à des bouchers traditionnels. Donc on doit couvrir tout ce champ-là. Et je pense qu'on y reviendra plus dans les questions ultérieures. Ce qu'il y a de sûr, c'est que sur mon exploitation, je fais à la fois du circuit long et du circuit court. Je m'explique. Alors, je ne fais pas de transformation à la ferme pour autant, mais c'est vrai que je vends des animaux à ma coopérative qui les transforme pour mon compte et qui les commercialise localement et au-delà. Et j'ai une partie de ma production, une petite partie, mais qui fait quand même 10% de ma production, qui est vendue à d'autres paysans locaux, parce que je vends quelques porcelets, je vends quelques animaux finis à mon voisin qui veut mettre un cochon au congélateur, pour être un peu trivial. Mais en l'occurrence, c'est quand même l'objectif de ma production, produire un bien alimentaire. Et c'est vrai que du coup, j'oscille entre ces deux activités-là, même s'il y en a une qui pèse que 10%, mais pour autant, elle existe. Et même si elle est mineure, elle a son importance d'une part dans l'équilibre économique et aussi dans le lien que j'entretiens avec, à titre personnel, avec mon voisinage, avec la collectivité autour et tout simplement en échange avec la société qui m'entoure. Alors, local et au-delà, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est vendu en local, la part, et l'au-delà, Sur mon exploitation ? Oui, sur Alors, le produit. On est à peu près 10% du volume qui est vendu dans le voisinage proche, on va dire à 15 km, mais souvent sous forme d'animaux vivants, mais qui est vendu en local. Donc là, je parle uniquement de la production porcine, et 90% qui est vendu par ma coopérative, qui elle-même en vend 50% en local et 50% au-delà. D'accord. Je mets la borne du local à 100 km. Voilà, à un moment, il faut mettre une borne, donc on l'a plutôt mis là. Après, c'est vrai que dans les différentes transformations qu'il y a eu sur mon exploitation sur cette dernière décennie, parce que je suis installé depuis 12 ans, donc je vais m'attacher surtout à ça, on a plutôt été dans la recherche de finir des animaux, d'aller le plus possible vers le produit abouti, qui certes n'est pas transformé, mais prêt à consommer. Auparavant, nous étions beaucoup plus dépendants des marchés export. Pour être clair, nous élevions des veaux qu'on appelle des broutards, des veaux de 300-400 kilos que l'on exportait beaucoup vers l'Italie, un peu vers l'Espagne, éventuellement quelques autres pays d'Europe, pour être engraissés et abattus et transformés dans ces pays-là. Aujourd'hui, sur cette production-là, je ne suis plus qu'à peine 50% de produits à destination de marché industriel export et l'autre moitié sous forme d'animaux finis, donc de génisses finis, en s'appuyant sur la production herbagère, et on essaie de les finir à l'herbe, toujours pour avoir plus ce lien au territoire, cette image du territoire et cette valorisation des ressources locales et des ressources propres de l'exploitation. Donc c'est les différents choix qui ont pu être faits sur l'exploitation. Au-delà de notre exploitation et au travers de mes engagements, j'ai parlé un peu de ma coopérative, de ce qu'elle essaie de faire au travers des outils de transformation dont elle est propriétaire. Le but, c'est de prolonger le travail des agriculteurs et de pouvoir s'organiser collectivement pour approvisionner des marchés tous les jours de l'année. Pour ça, on s'y met à plusieurs, effectivement. Et c'est vrai qu'au sein de la Chambre d'agriculture, parce que j'essaie de faire relativement court, au sein de la Chambre d'agriculture, c'est plus des investissements autour de démarches, alors comme agri-local, mais donc je pense que décrira beaucoup plus précisément que moi, et d'autres démarches, comme la démarche Conso Cantal, qui est bâtie avec le conseil départemental du Cantal, et qui vise à trouver des solutions co-construites avec des cuisiniers de cantines scolaires pour essayer de trouver les ponts les plus efficients pour faire en sorte que dans la cantine du coin, on puisse consommer des produits locaux. Là, aujourd'hui, on est plutôt à 15% sur les premières cantines d'approvisionnement local, cantalien, sur les 20 cantines qu'on a pu expertiser, et en sachant que le Cantal ne pourrait en approvisionner que 57% avec ses productions actuelles. C'est pas une question de volume, mais c'est juste une question de type de produit que l'on peut faire en un territoire qui est un peu spécialisé, herbagé, oui, par nature,
qui dit herbe dit herbivore ou ruminant, en tout cas pour la valoriser. Donc ça nous spécialise quand même un petit peu. Un territoire spécialisé, oui. Donc on voit hein, effectivement qu'il y a une tendance. Effectivement, et donc du coup une lutte contre une espèce de tendance, effectivement, enfin revenir sur de nouveaux modèles pour effectivement mieux valoriser en local. Merci Benoît Jules. Guillaume Derissard, des fermes de Figeac. Bonjour à tous et à toutes. Peut-être vous présenter rapidement Ferme de Figeac. Donc c'est une coopérative agricole, comme son nom l'indique, qui est sur la région de Figeac, donc à l'est du Lot. Sur la partie des contreforts du Massif central, ce qu'on appelle le Ségala-Limargue lotois. C'est 650 adhérents, essentiellement des éleveurs, allaitants, c'est-à-dire production de viande, et éleveurs laitiers. Alors moi, effectivement, je n'ai pas connu toute l'histoire de Ferme de Figeac, même si j'y ai participé un peu, j'y suis depuis 2 ans. Mais effectivement, c'est une coopérative assez singulière. C'est-à-dire que dans le mot reterritorialisation, il y a le mot re. Ça veut dire que, a priori, il y a eu dans l'histoire une déterritorialisation de l'agriculture et de l'alimentation. Ça n'a pas été du tout le choix de Ferme de Figeac. Depuis les années 80, c'est une coopérative qui a fait le choix stratégique de se rester ancrée dans un territoire de 80 000 hectares, ce fameux Ségala-Limargue lotois. Dans les années 80, c'était effectivement très à contre-courant. La doxa classique, c'était de grandir pour massifier et pour atteindre des marchés de plus en plus lointains. Ce n'est pas le choix qu'ont fait les agriculteurs de cette petite zone, pour des raisons simples, c'est qu'ils ont voulu garder pour eux la maîtrise de leur outil coopératif, et ils se sont dit vaut mieux pouvoir s'engueuler ensemble dans le Ségala que d'avoir un strapontin à Cahors. Voilà grosso modo l'histoire d'origine. Alors une fois qu'on a dit ça, effectivement, Ferme de Figeac, qui a donc fait du périmètre une contrainte, a cherché des stratégies de développement, parce que la reterritorialisation, c'est pas simplement, j'allais dire, une opinion. C'est le pari que c'est créateur de valeur. C'est pas simplement, j'allais dire, une éthique. C'est le pari que ça permet de construire des solutions plus adaptées que la déterritorialisation. Alors ils ont fait 3 choses et qui montrent que la territorialisation est intéressante. Alors ça me permet de faire un petit point de définition. La territorialisation, c'est 2 choses. C'est d'abord la localisation, on en parle beaucoup, c'est-à-dire rapprocher au plus près du local les échanges, mais c'est également la co-construction avec ses parties prenantes. C'est les 2 dimensions. Sinon, on parlerait de relocalisation. La reterritorialisation, c'est faire les 2 choses en même temps. C'est de considérer que la proximité est source de liens créateurs de valeur et que la co-construction est une méthode de l'action. Donc, ils ont investi ces 2 champs. Sur la relocalisation, la première chose qui a été faite, et on va en parler beaucoup évidemment, c'est l'idée de se dire, et c'est venu du conseil d'administration, surtout au milieu des années 90, 99% de la viande consommée dans ce territoire d'élevage vient d'ailleurs. Les vaches qui sont élevées dans le Ségala-Limargue sont abattues dans des abattoirs déjà un peu plus lointains et partent dans les grands circuits de distribution. Et donc l'idée a été de rapatrier une partie de l'offre dans nos magasins sous enseigne gamme vert. Donc nous avons été nous j'y étais pas, mais nous avons été les premiers à réinstruire des boucheries d'éleveurs dans les magasins gamme vert. Et puis chemin faisant, on s'est dit, quand les gens font des courses, ils veulent avoir l'ensemble des produits et pas simplement la viande qui vient de leurs éleveurs. Et donc ils ont inventé un concept intéressant qui est le concept des circuits courts par cercle concentrique. C'est-à-dire que dans nos magasins, on trouve de tout. On trouve de la viande qui vient de nos éleveurs, on trouve du vin qui vient du sud-ouest, on trouve du sel qui vient de Guérande, puisqu'on ne produit pas de sel chez nous, et on trouve du café qui vient du commerce équitable. L'idée, c'était de valoriser les locaux, ou les locaux si vous voulez.
des produits de territoire qui sont agglomérés dans nos magasins. Ça, c'était la première grande révolution. Faire des magasins de proximité, des magasins qui offrent des produits de territoire. La deuxième territorialisation, ça a été de se dire, en fait, le territoire est porteur de multiples ressources. Et c'est donc de valoriser l'ensemble des ressources. Alors, il y a une phrase qui court et qui est devenue un peu mythologique dans la COP, c'est de dire le soleil nous appartient comme à d'autres. Le vent nous appartient. Et ça tombe bien, on a à régler un gros, grave problème de transition énergétique. Donc cette coopérative a petit à petit réouvert le champ de la valorisation de toutes les ressources pour faire de l'énergie renouvelable, pour mieux valoriser les bois, pour entretenir le paysage rural. Donc elle a créé une CUMA pour entretenir les espaces. Elle a été une des pionnières pour construire en collectif des solutions énergétiques. Aujourd'hui, il y a à peu près 15 hectares de panneaux solaires installés sur bâtiments d'élevage. Elle a créé une ferme éolienne avec les habitants. Et puis aujourd'hui, elle construit des petits méthaniseurs en circuit court. Et puis donc après, elle a investi le deuxième champ de la territorialisation, c'est-à-dire la co-construction. Cette coopérative a cherché à créer des clubs d'entreprise, travailler avec les autres entreprises d'à côté. Elle a construit des partenariats avec d'autres entreprises. Elle a créé une légumerie avec la collectivité locale. Bref, elle est rentrée dans une logique de la coaction. Et puis, elle a fait sa mue stratégique complète il y a 2 ans maintenant, en changeant même ses statuts. C'est pour ça que tu disais que nous n'étions plus une coopérative agricole, ce qui est vrai, puisque nous ne sommes plus une coopérative agricole. Nous avons cassé nos statuts. Nous sommes une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui repose sur une gouvernance de coopérative, mais avec 3 collèges. Un collège d'agriculteurs, un collège de salariés et un collège de parties prenantes. Considérant que la co-construction, ce n'est pas simplement le dialogue avec son voisin, c'est la capacité de se rencontrer, négocier, décider ensemble pour faire de son territoire un espace vivant. Voilà. Donc c'est cette aventure-là qui se poursuit. Elle a évidemment plein de défis devant elle, mais elle ne fait pas du territoire d'une mode, elle fait du territoire comme un axe stratégique. Et on pourrait y revenir un petit peu après. Si on considère que les transitions, c'est aborder la complexité du monde d'aujourd'hui, d'intégrer des solutions de plus en plus situées, parce que c'est là où elles se font, il faut effectivement se mettre en ordre de marche, à la fois dans la valorisation du local, mais à la fois dans la construction pour avancer. Merci Guillaume. On va laisser la parole au territoire et peut-être on va commencer par les locaux, le Puy-de-Dôme. Nicolas Portas, donc comment aujourd'hui vous agissez au sein du département et avec d'autres partenaires sur les territoires pour effectivement agir en faveur de cette territorialisation? Et puis depuis peut-être un petit peu de temps avec le Agrilocal 2012. Donc bonjour à tous et à tous. On va démarrer par la démarche au niveau national agrilocal qui avait démarré donc en 2012, bien avant qu'on commence à parler de plans alimentaires territoriaux, de loi Egalim, où au niveau du conseil départemental du Puy-de-Dôme et du département de la Drôme, on souhaitait pouvoir travailler à cette relocalisation de l'alimentation et faire tomber des aberrations, notamment dans l'approvisionnement des cantines scolaires et celles de nos collèges. Une petite anecdote au démarrage, on travaillait avec différents établissements, des établissements également agricoles comme des lycées agricoles où les actes d'achat et d'approvisionnement se faisaient en dehors de toute filière et avec une totale méconnaissance du tissu agricole local et des
propres éleveurs qui venaient étudier, qui sortaient de ces écoles-là, qui s'installaient, qui produisaient, et sans pouvoir porter à connaissance leur production. Et de l'autre côté, une contrainte réglementaire et juridique forte du Code de la commande publique, qui interdit toute notion de localisme dans l'approvisionnement public. Donc c'est comme ça qu'est partie l'idée de mettre en place cet outil de relation entre des acheteurs publics de la restauration collective et des producteurs locaux, de trouver un outil qui permette de respecter ce cadre juridique très contraignant, et c'est là qu'est partie la création de ce logiciel AgriLocal, du même nom du réseau national qui a été créé ensuite en 2013 et qui a pour objectif derrière d'accompagner individuellement chaque acheteur public de la restauration collective. Ça va de la petite enfance, les cantines scolaires, mais également toute la restauration collective dans les établissements médico-sociaux, hôpitaux, restaurants administratifs, et de faire en sorte qu'ils puissent contractualiser des marchés publics au profit des fournisseurs locaux d'un territoire, en respectant ce cadre juridique. Donc depuis qu'on a lancé cette démarche-là au niveau national, qui est portée par les conseils départementaux et en partenariat avec les chambres consulaires, où on a, comme nos collègues de la ferme de Figeac, un fonctionnement aussi en collège, avec un collège des territoires, des départements porteurs de l'action, des chambres consulaires, certes les chambres d'agriculture au niveau des agriculteurs, mais également des chambres de métiers et d'artisanat, et de faire en sorte de créer cette synergie, cette émulation autour de ça. Donc on a 38 départements qui déploient l'outil au niveau national. C'est un peu plus de 3500 acheteurs publics qui travaillent au quotidien avec l'outil, qui passent leur marché public auprès des producteurs et des fournisseurs d'un territoire, et on est un peu plus de 5400 fournisseurs qui répondent régulièrement à ces marchés-là. Ça permet aux producteurs, d'une part producteurs ou groupes de producteurs, coopératives de producteurs, de pouvoir se trouver des débouchés supplémentaires et complémentaires à leur activité classique, surtout de redonner aussi du sens au mot paysan. Le producteur fait son produit, peut le faire découvrir auprès des convives, et qui est également une bonne porte de communication pour éduquer et sensibiliser au mieux manger, au manger bon et au manger local. Au niveau pour continuer un peu dans les chiffres, en termes de marché public, depuis qu'on a lancé la démarche, c'est plus de 34 millions d'euros de contractualisation de marché qui ont été faits entre des producteurs et différents restaurants et les différents restaurants publics, un peu plus de 8600 tonnes alimentaires. Donc on est, nous, dans cette notion de défense des circuits alimentaires de proximité, de faire en sorte que la cantine scolaire, le collège, le lycée, la maison de retraite, là où elle se situe, qu'elle puisse avoir la visibilité des producteurs à proximité, et de pouvoir travailler pareil en cercle concentrique, et de faire en sorte que les producteurs les plus proches puissent accéder et trouver des bouchées auprès de ces établissements-là. Cette démarche, si on la traduit un peu plus localement, qui est une finalité pour permettre, qui met une pierre à l'édifice, de pouvoir co-construire la reterritorisation de l'alimentation avec le débouché de la restauration collective, AgriLocal va au-delà et s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre de politiques alimentaires et agricoles que peuvent porter les différents territoires, et notamment les départements. S'inscrit pleinement dans les démarches maintenant qui émergent de plus en plus de plans alimentaires territoriaux, où AgriLocal a sa place pour faciliter et donner l'outil technique derrière pour faire cette contractualisation et donner de la visibilité aux producteurs locaux aussi dans les différentes commandes. Mais bien entendu, elle va au-delà, avec notamment toute la casquette qu'on peut porter au niveau des départements sur l'aménagement foncier agricole, la maîtrise du foncier, la préservation du foncier agricole, et de permettre derrière de pouvoir continuer à renouveler les générations, de faire en sorte qu'on ait toujours des exploitants dans nos territoires ruraux qui font les paysages qu'on a actuellement, et de faire en sorte qu'on puisse faciliter les installations de jeunes agriculteurs sur des modèles vertueux et partenariats. La démarche, elle est surtout derrière la démarche AgriLocal de manière transversale. Elle a permis, notamment nous sur le territoire du département de Puy-de-Dôme, de recréer de la dimension collective et de faire réunir, recréer du lien de proximité entre les agriculteurs eux-mêmes,
hein, parce qu'on avait ces dernières, pendant de très nombreuses années, de plus en plus d'isolement, des agriculteurs qui ont des mêmes contraintes au quotidien, mais qui n'ont plus le temps concrètement de pouvoir retravailler ensemble, de reconstruire du projet. Donc ça a permis de créer ces dynamiques-là et on voit émerger de plus en plus des projets collectifs d'ateliers de découpe, de légumerie qui se mettent en place en lien ensemble avec les agriculteurs. Donc de recréer derrière ce lien de proximité. Donc une opportunité pour aussi accompagner la structuration en fait, des acteurs et de l'amont agricole pour effectivement pouvoir se positionner sur ces marchés publics. Tout à fait. Ok. Vous avez gentiment tendu une perche à Anne-Carine, mais non, pas encore. On vous garde encore un peu. Je voudrais passer la parole à Christophe Corbière pour le département de l'Isère. Donc, on repart à peu près de la même époque, hein, de 2010, mais avec des choix qui ont été un peu différents. Christophe, pour arriver aujourd'hui à une démarche très aboutie en Isère, dont vous allez nous parler. Oui, merci, bonjour. Donc, pour replacer aussi le contexte et présenter le département de l'Isère rapidement. Donc le département de l'Isère, c'est un grand territoire agricole avec une agriculture très diversifiée de par sa situation géographique et puis son profil entre plaine et montagne. Donc en Isère, on trouve tout type de produits agricoles et une offre agricole qui est complète. J'ai souvent l'habitude de dire on trouve tout en Isère sauf les produits de la mer puisque l'Isère n'est pas un département maritime. Et face à ça, on a aussi un bassin de consommation important avec une population de 1 250 000 habitants. Donc le département de l'Isère au départ c'est une offre agricole qui est intéressante, j'ai envie de dire, et une demande et un bassin de consommation qui est aussi attractif. Mais historiquement, l'agriculture iséroise est plutôt orientée vers les circuits longs. Et effectivement, le département de l'Isère, avec la Chambre d'agriculture aussi, c'était un constat partagé avec les professionnels de la Chambre d'agriculture, ont voulu justement permettre aux agriculteurs, d'une part, de reconquérir de la valeur en se dégageant de ces circuits longs, et d'autre part, le département a voulu aussi pouvoir répondre aussi à la demande des consommateurs qui étaient en recherche de produits de qualité, c'est-à-dire des produits d'origine connue et avec des modes de production identifiés. Et donc à partir de ce double constat, les actions du département de l'Isère se sont engagées vers cette double voie. Et donc à ce sens-là, la restauration collective justement est apparue comme un moyen, un levier de pouvoir structurer ces nouveaux circuits courts qui soient davantage rémunérateurs pour les agriculteurs, notamment avec le secteur scolaire qui était sous la responsabilité des collectivités et donc de la commande publique. Donc en ce sens-là, le département de l'Isère, il y a une dizaine d'années, a soutenu l'organisation, la structuration de plateformes locales avec les producteurs de l'Isère pour pouvoir répondre justement à la demande de la restauration collective avec une gamme de produits suffisante, des volumes aussi de produits qui soient suffisants pour répondre à la restauration collective et aussi bien sûr une organisation logistique et j'ai envie de dire aussi administrative pour pouvoir répondre au marché public pour la restauration collective, notamment le secteur scolaire. Sur cette base-là, le département de l'Isère s'est engagé justement lui aussi sur cette action-là. Et le département de l'Isère, lui, avait parallèlement, au même moment, il y a une dizaine d'années, conçu 8 cuisines mutualisées des collèges, puisque les départements ont la responsabilité des collèges. Le département de l'Isère a créé 8 cuisines mutualisées de collèges qui desservent les cuisines satellites des différents collèges sur le territoire. Et donc ça permettait au département de prendre directement la main sur l'achat des denrées alimentaires, la production des repas et la livraison des repas. Donc la maîtrise au total de la chaîne de restauration collective sur les collèges. Et pour ça, le département de l'Isère a élaboré ses propres marchés publics, justement en travaillant sur du sourcing, c'est-à-dire sur la connaissance de l'offre locale, l'organisation des plateformes locales pour permettre aux plateformes locales d'avoir accès à ces marchés publics et aux appels d'offres du département de l'Isère. Donc ça nous a permis justement, alors c'était un travail qui était progressif effectivement depuis une dizaine d'années et aujourd'hui donc le département de l'Isère a des marchés publics pour l'achat de fruits, légumes, fromages et viande aussi,
en conventionnel ou en bio. Et donc aujourd'hui, voilà, après c'est cette histoire-là qui s'est déroulée, qui s'est construite sur une dizaine d'années, on est à 38% de produits locaux dans les repas des collégiens isérois et 28% de produits bio, essentiellement locaux, puisque les produits bio sont essentiellement achetés via la plateforme Manger Bio Isère. Oui, j'ai pas dit. Donc on a 3 plateformes, donc groupement de producteurs en Isère pour répondre à la restauration collective. On a Manger Bio Isère, qui regroupe des producteurs locaux en bio et qui permettent de desservir l'ensemble du territoire de l'Isère. Sur le Nord-Isère, on a la plateforme Récolter qui est plus sur des produits conventionnels. Sur la moitié sud du département, on a la plateforme Isère assaisonnée. Il y a aussi une légumerie, AB et Puche, qui permet d'avoir des produits frais 4e gamme. Et on travaille aussi avec un groupement de producteurs sur de la viande bovine, un Charolais Limousine, qui permet d'avoir de la viande locale aussi d'origine connue pour les repas des collégiens. Voilà, donc ça c'est un premier volet d'action qui a permis de reterritorialiser l'alimentation. Et je partage tout à fait d'ailleurs les propos précédents sur cette réflexion, cette définition de reterritorialisation. Mais ça c'était un premier constat. Mais justement, il y a maintenant, en 2015-2016, les élus du département de l'Isère, avec la Chambre d'agriculture, justement, ont fait le constat qu'il fallait aller beaucoup plus loin que justement les simples débouchés de la restauration collective. Enfin, quand je dis simple, c'est simple au sens volume, pas forcément simple sur la mise en œuvre, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais et comment on pouvait aller au-delà? Partager effectivement l'expérience dans la restauration collective scolaire auprès d'autres établissements, les établissements de santé, notamment les EHPAD qui travaillent eux toute l'année, mais aller aussi au-delà pour répondre à l'ensemble des consommateurs. Et le département de l'Isère, avec la Chambre d'agriculture, donc ont impulsé la création du pôle agroalimentaire de l'Isère, qui permet de mettre en relation, il a cette vocation, cet objectif, de mettre en relation les producteurs, les transformateurs, artisans ou industries agroalimentaires d'ailleurs, et les distributeurs, et notamment les grandes surfaces, pour permettre justement aux consommateurs de trouver des produits locaux sur leurs lieux d'achat habituels, qui sont essentiellement la grande surface, et permettre aussi à ces acteurs de se rencontrer et d'avoir des relations équitables qui prennent en compte les coûts de production, et d'avoir justement ces relations entre producteurs et agriculteurs et grandes surfaces qui permettent de garantir justement une répartition de la valeur sur la chaîne. Donc ça, c'est tout le travail du pôle agroalimentaire, justement, pour établir ces relations-là. Et le pôle agroalimentaire s'appuie sur la création, sur la même période, justement, parallèlement, d'une marque territoriale, Isère, avec un H entre Isère, donc jeu de mots avec un anglicisme Isère, qui permet aux consommateurs, justement, d'identifier les produits locaux dans les rayons. Et le pôle agroalimentaire accompagne justement les producteurs qui bénéficient de la marque, qui ont des produits Agri-Isère, dans leur relation avec les grandes surfaces. Le pôle agroalimentaire a 3 salariés, un directeur, mais aussi 2 commerciaux qui font justement ce travail auprès de la grande surface pour leur permettre de référencer les produits agréés à la marque Isère et de garantir aussi une juste rémunération des agriculteurs. Donc c'est un message aussi qui est passé aux consommateurs quand ils vont acheter ces produits sur les lieux de vente, et notamment la grande surface. Voilà. Et donc toutes ces actions-là aussi, pour faire le lien aussi, une vision plus globale de la reterritorialisation, de cet ancrage territorial de l'alimentation. Le département d'Isère mène différentes actions, notamment pour permettre une offre agricole de qualité sur le territoire, depuis des actions de préservation du foncier, d'installation, une mise en relation offre-demande, on l'a vu là avec le pôle agroalimentaire, tout le volet de la restauration collective. Permettre aussi au public en situation de précarité, de difficulté, d'accéder aussi à une alimentation de qualité. Donc tout ça, toutes ces actions-là, sur lesquelles on pourra revenir éventuellement, le département l'a présenté à travers un PAT, un projet alimentaire de territoire, qui a été reconnu donc par le ministère de l'Agriculture en juin 2021, et on a donc un PAT qui a été reconnu effectivement de niveau 2 dès sa reconnaissance, au vu des actions qui étaient engagées, des résultats qu'on a pu obtenir. Merci Christophe. Donc on voit effectivement l'effet structurant de la restauration collective sur la structuration de filières de proximité, le volontarisme politique là, qui amène à ça. Sur cette marque Is Here, donc, qui permet effectivement aux consommateurs isérois, mais pas que, quels sont les critères est-ce qu'il y a des critères particuliers effectivement qui permettent d'être reconnus ou labellisés, logoisés Is Here? Tout à fait. Alors, la marque, elle repose sur un cahier des charges
qui était défini et adopté avec les professionnels. Et d'ailleurs, c'est tout un travail aussi qui a été mené. Ça, c'est aussi une force, je pense, pour le territoire de l'Isère, c'est qu'on travaille aussi avec différentes collectivités, notamment la métropole de Grenoble, voilà, qui représente le grand bassin de consommation, mais on travaille aussi avec l'ensemble des chambres consulaires, chambres d'agriculture, chambres de métiers et de l'artisanat et chambres de commerce et d'industrie. Donc voilà, donc le cahier des charges il a été élaboré avec des professionnels aussi, puis voilà l'ensemble de ses partenaires, et il vise à garantir donc l'origine locale des produits. Pour qu'un produit soit agréé, il faut que voilà au moins 50% de la matière première soit produite sur le territoire isérois par des agriculteurs. Et donc un agriculteur peut avoir des produits agréés à la marque Isère et certains de ces produits qui ne sont pas agréés à la marque Isère. Pour prendre un exemple un peu concret, par exemple, pour un producteur de confitures, voilà, s'il fait des confitures à partir de sa propre production, ces confitures-là vont être agréées. S'il achète d'autres produits par ailleurs pour transformer, si ça, voilà, ces confitures-là, par exemple, peuvent ne pas être agréées à la marque Isère. Donc c'est vraiment le produit. Donc ça garantit vraiment aux consommateurs une origine locale de la matière première. La deuxième valeur de la marque, c'est de garantir donc justement ces relations équitables entre les acteurs, donc dans les relations commerciales, donc soit entre un producteur et un transformateur. Si un transformateur rachète ses produits à un agriculteur local pour faire sa propre transformation, ou les relations entre les producteurs et les distributeurs. Voilà, sur le juste prix, le prix qui affiche un rayon, donc vise bien à répartir aussi de la valeur auprès des producteurs. Et la troisième volet, c'est la qualité. Donc on s'appuie, on regarde déjà, alors on n'a pas réinventé, les producteurs nous ont dit non, mais ne nous rajoutez pas encore des cahiers des charges, ne réinventez pas quelque chose. On est déjà engagé dans pas mal de démarches, soit les labels reconnus, bio ou HVE, soit certains, mais comme les éleveurs, le groupement d'éleveurs et éleveurs de saveurs iséroises qui avaient déjà eux-mêmes défini un cahier de charges de qualité avec des animaux nés en Isère, nourris à l'herbe, sans OGM, sans ensilage, etc. Donc on a pris aussi les démarches qualité qui étaient déjà engagées. L'idée quand même aujourd'hui, pour garantir aussi cette valeur, ce critère de qualité à travers la marque Isère, c'est d'accompagner les agriculteurs qui sont déjà dans la marque et puis l'ensemble de l'agriculture iséroise. Ça, c'est un travail qui est mené aussi techniquement par la Chambre d'agriculture de l'Isère, c'est de pouvoir amener les agriculteurs, ceux de la marque, mais aussi l'ensemble de l'agriculture iséroise, vers soit le label bio, soit le label HVE à Isère. Et que demain, l'objectif, ça puisse être d'avoir des produits agréés Isère qui soient bio ou HVE. Et on est bien d'accord que ces produits Isère, on les trouve bien sûr en Isère, mais on les trouve en Auvergne-Rhône-Alpes, voire dans des grands magasins et en GMS, y compris dans le nord de la France. Alors, on n'en est pas encore là aujourd'hui parce que justement, on reste sur justement, on garantit. Ouais, tu me provoques. Enfin, vous me provoquez. Sur ce, ouais. Non, on reste justement on garantit une origine locale du produit. Donc, effectivement, l'idée, c'est du coup, de fait, ça nous amène à avoir des produits sur des volumes relativement limités. L'objectif premier, c'est déjà d'arriver à couvrir l'ensemble de des grandes surfaces du territoire de l'Isère, avec l'ensemble des différentes enseignes, justement, et selon les stratégies de chacune, Intermarché, Super U, Leclerc, Carrefour, on arrive à couvrir l'ensemble des consommateurs. Mais par contre, pour les non-isérois qui viennent à dire notamment le tourisme, puisque l'Isère aussi un grand territoire attractif en termes de tourisme. L'idée, c'est aussi de pouvoir placer ces produits, je dirais, sur les lieux d'achat touristiques, notamment, et auprès des boutiques en station ou sur les lieux de rencontres touristiques, y compris même les musées du département de l'Isère, pour pouvoir trouver ces produits-là. Très bien, merci Christophe. On va laisser la parole à Adrien. Adrien de Lepelair. Donc vous avez une vue un peu méta de tout ce qui se passe effectivement sur ces enjeux de reterritorialisation. Racontez-nous donc les différents métiers ou missions de votre structure. Est-ce que comment vous intervenez, les problématiques, les questions que vous rencontrez et sur lesquelles vous intervenez aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors on fait effectivement le même pari que les fermes de Figeac, c'est que le local, que la relocalisation, la reterritorialisation, c'est créateur de valeur. Quand on regarde un tout petit peu en arrière, on a construit des filières longues et massifiées qui sont très très utiles parce qu'on mange tous à notre faim aujourd'hui. Mais ce faisant, on a gommé les spécificités
de chaque produit, et il n'y a rien qui se ressemble plus dans un rayon de GMS qu'une tranche de jambon à une autre, qu'un yaourt à un autre, qu'un morceau de pain à un autre, etc. Et il y a un produit en particulier, un produit agricole, qui n'a pas tout à fait suivi cette mode-là, qui nous inspire énormément, c'est le vin, où en fait, sur une bouteille de vin, il y a un producteur, un terroir, une origine, et on est capable de se relier assez directement avec l'origine du produit. Donc, et la conviction qu'on a, c'est que ce mouvement de balancier est en train de revenir. Il y a une demande assez forte de la part des consommateurs, de la part des politiques, de la part des nouveaux agriculteurs aussi qui rentrent sur le marché, qui n'ont plus forcément envie d'être sur des démarches de filières longues. Et qu'il y a deux mondes qui ont envie de se rencontrer, le monde de la production d'une part et le monde de la consommation d'autre part. Alors ça se fait déjà sur des circuits courts, sur la vente à la ferme, les initiatives type AMAP, marché de plein vent, la ruche Kidioui, etc. Mais ça représente que quelques pourcents de la consommation alimentaire, ça reste extrêmement faible. Et de l'autre côté, on a la restauration collective, la restauration commerciale, la grande distribution qui est en demande de travailler plus de produits locaux, mais l'offre est parfois complexe à trouver, complexe à approvisionner, complexe à sourcer. Et il manque en fait d'un intermédiaire entre les deux pour pouvoir faire le pont entre des producteurs et des clients, et en particulier des clients professionnels. Et donc nous, le sujet sur lequel on travaille chez Foodbiome, c'est la création de ces infrastructures physiques et numériques qui permettent de reconnecter des bassins de production agricole avec des bassins de consommation à travers trois activités principales. Une première activité qui va être plutôt de l'ingénierie, du dimensionnement technique et économique de projets sur des outils, par exemple des outils de transformation. On a travaillé avec une coopérative dans le nord de la France qui produit des endives, des légumes de plein champ, carottes, navets, choux, etc. sur un outil pour approvisionner de la restauration collective, mais pas que, aussi la grande distribution et la restauration commerciale. De travailler avec des foncières aussi, par exemple, qui ont des espaces à la périphérie des villes qu'elles veulent valoriser. Elles se disent que l'agriculture, que l'alimentation, ça peut être un moyen de créer sur ces espaces-là des projets qui rassemblent des activités de production agricole, des activités de transformation de proximité, bonnerie, laiterie, découpe de viande, légumerie, conserverie, pressoir à jus, etc. Enfin, tous ces outils qui existaient avant partout sur les territoires, qu'on a massifiés de plus en plus, et la massification a eu comme conséquence l'anonymisation des filières, et pour faire tourner des outils industriels en 3/8, si la matière première n'est pas disponible à 100-150 km, on va chercher plus loin, puis encore plus loin. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on fabrique, je sais pas, de la compote à la chaîne, on n'est pas capable de dire d'où vient la matière première, tout simplement parce que les outils industriels qui sous-tendent cette compote sont assez gros. Et donc nous, on travaille sur la démassification quelque part de ces chaînes. Et tout l'enjeu, c'est de faire plus petit en renvoyant plus de valeur à l'agriculteur sans que ce soit plus cher pour le consommateur final. Donc c'est pas de revenir à ce qui existait il y a un siècle, et c'est là où ça fait le point avec notre deuxième activité. C'est la manière dont on aborde ces questions-là, c'est de construire des réseaux d'outils de transformation ou des réseaux de hub logistique qui partagent, qui mutualisent de la connaissance, de l'expertise, du savoir-faire, des outils numériques aussi, qui permettent de faciliter, de fluidifier la relation entre un producteur, un logisticien, un transformateur, un restaurateur collectif ou commercial. Et donc on a investi à date dans 9 entreprises qui développent des solutions, que ce soit des solutions logicielles, des outils de transformation qui facilitent le contact entre tous ces acteurs-là. Par exemple, j'ai en tête Maya, qui est une start-up qui développe un outil pour les chefs de cantine scolaire, pour leur permettre de concevoir les menus en fonction de la disponibilité de produits locaux, en fonction de contraintes nutritionnelles, en fonction de contraintes Egalim. On a investi dernièrement aussi dans Crème Réunie, qui est une startup qui développe des réseaux de micro-laiterie. C'est-à-dire, c'est des petites unités de transformation du lait à la périphérie des villes, qui vont permettre de proposer toute une gamme
qu'on va retrouver en GMS, ensuite de crème glacée, de dessert lacté, mais qui trace l'origine des produits, qui raconte une histoire aussi sur l'origine des produits. C'est là où je trouve que l'initiative ici est très, très intéressante, parce qu'on a besoin aussi de raconter, de mettre en valeur l'origine, le terroir, le territoire, comme le vin, c'est bien le faire. Et ce qu'on a complètement perdu sur le reste, mais il faut remettre ça sur les autres filières produits. Et enfin, la troisième activité, c'est qu'on est devenu nous-mêmes opérateurs d'un maillon de la chaîne. On a racheté une légumerie sur le mine de Montpellier. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est qu'on a la conviction que ces outils de transformation, il y a besoin de les rééquiper un petit peu partout sur les territoires, mais de les penser à la bonne échelle. Il y a beaucoup de projets qui naissent, et en particulier sur les légumeries, dans le cadre des PAT, qui sont pensés soit au périmètre de la commune, des outils qui vont faire quelques dizaines de tonnes, quelques centaines de tonnes par an, qui fonctionnent parce que c'est très subventionné aussi. Et la question, c'est de dire comment est-ce qu'on crée des outils qui ne sont pas la grosse usine, qui n'est pas non plus le petit outil de transformation à la ferme, mais qui est l'outil de taille intermédiaire, qui va s'approvisionner dans un bassin de production de proximité et qui va viser aussi une zone de chalandise de proximité et qui ne servira pas que la restauration collective autogérée, pas que la restauration collective privée, mais une variété de débouchés et une variété de gammes. Et ces réseaux-là, ces outils-là pourront être aussi compétitifs que des outils industriels parce qu'ils diversifient les débouchés, parce qu'ils diversifient les gammes, parce qu'ils savent raconter des histoires aux clients sur l'origine, sur le terroir, sur les produits. Donc voilà, c'est un ensemble d'activités assez variées, mais le fil conducteur de tout ça, c'est la question de restaurer le lien alimentation-territoire et des infrastructures physiques et numériques dont on a besoin pour permettre à des agriculteurs de distribuer en local ou dans des circuits de proximité leur production, parce que tout le monde n'a pas forcément l'envie, la volonté de passer du temps à transformer soi-même, à démarcher commercialement. Donc il faut des intermédiaires, et on pense que l'intermédiaire, c'est pas un gros mot, mais par contre qu'il y a des innovations à faire sur la constitution de ces intermédiaires-là, sur la taille de ces intermédiaires-là. Je crois que ça pourrait donner lieu à un débat, notamment avec Christophe, sur effectivement ces outils de transformation sur le territoire, la taille critique, l'organisation de ces outils. Mais avant qu'on rentre dans ces sujets-là, Anne-Carine, donc l'action de la SAFER pour accompagner ces dynamiques de territorialisation, de reterritorialisation. Donc vous êtes un élément clé de tout ce jeu, de toutes ces dynamiques. En fait, nous, on a déjà pour mission le transfert du foncier, donc d'accompagner les vendeurs dans la transmission de leurs biens fonciers, bâtis ou non bâtis, en territoire rural, en territoire périurbain. Et finalement, là, l'enjeu aussi pour pouvoir produire au niveau local, c'est effectivement d'avoir déjà accès au foncier. Donc, la mission première de la SAFER, elle a été créée à l'époque justement pour pouvoir permettre l'accès au foncier aux jeunes agriculteurs. C'est eux qui ont été un peu à l'origine des SAFER dans les années 60. Ensuite, la loi a donné progressivement plein d'autres missions à la SAFER, les missions justement de consolidation, restructuration des exploitations, les missions aussi par rapport à la protection de l'environnement, par rapport au développement économique en milieu local. En milieu rural, pardon. Mais outre ces missions légales, donc, qui ont évolué au fil du temps, la SAFER, elle détermine aussi ses priorités d'action dans un programme pluriannuel d'activités stratégiques. Et en fait, ce programme pluriannuel permet finalement de déterminer les grands axes de priorité que la SAFER va vouloir développer sur la période de 6 ans. Là, le dernier qui est sorti, on vient de l'approuver. Et ce programme, donc pour l'année 2022 jusqu'à 2028,
Il consiste en 3 axes, et dans l'axe 2, si vous voulez, l'une des priorités, donc qui est la priorité 2.5, je vous la livre directement pour faire court, c'est bien accompagner le développement de l'agriculture de proximité, et on parle très clairement des filières courtes et des PAT. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore inscrit dans notre précédent programme pluriannuel d'activité. Et voilà, on suit les politiques publiques, on suit les volontés des collectivités locales, et on s'adapte pour répondre au mieux aux enjeux du territoire. La SAFER, elle est profondément ancrée sur son territoire depuis toujours. Elle a une consistance régionale, c'est un siège régional, c'est une mission, c'est une société privée, mais elle a des missions de service public. Donc, une antenne départementale dans chaque département de la région concernée, et les instances décisionnelles, elles sont déclinées de cette même manière. Donc il y a des instances régionales, des instances départementales qui vont pouvoir choisir au niveau des arbitrages qu'elle aura à faire sur le choix des attributaires pour les biens qu'elle aura en vente. Et puis quand on a plusieurs candidats qui sont intéressés par le même bien qu'on aura à la vente, on déploie aussi une instance locale qui est à l'échelle des anciens cantons, chez nous, dans le Puy-de-Dôme par exemple. Je vais parler vraiment de ce que je connais très bien. Je crois que c'est pareil dans le Cantal d'ailleurs. Et on va demander l'avis des gens au niveau extrêmement local sur le choix qu'il y aura à faire pour l'attribution de tel ou tel bien. Déjà, on leur demande s'ils connaissent bien aussi la propriété qui est en vente. Est-ce que c'est en adéquation avec les projets des différents candidats qui se seront manifestés pour la reprendre? Et puis, selon eux, quel est le projet qui sera le plus adéquat? C'est pas eux qui auront la décision, mais ils vont quand même en informer le comité technique départemental qui pourra se positionner en toute connaissance de cause. Ce qui est important pour nous, c'est quand on va maîtriser un bien, de bien s'assurer donc de la vocation de ce bien, de l'usage qui pourra être fait de ce bien. Ce qui fait que les candidats qui seront intéressés par ce bien, on pourra déjà leur dire, voilà, c'est vrai que ce bien-là, vous voulez faire du maraîchage, il n'est pas propice. Peut-être les orienter sur quelque chose d'autre. Ou justement dire dès le départ, voilà, c'est une propriété d'élevage, elle est faite pour faire de l'élevage bovin. Si vous avez un projet comme celui-ci, il sera de manière naturelle, plutôt orientée vers ça. Vous pouvez avoir d'autres projets, mais sachez qu'il y aura des améliorations, des changements à faire sur cette exploitation. Donc on a tout ce travail d'expertise, de mise en relation entre les biens et les porteurs de projets, donc les projets qu'ils peuvent avoir sur ces biens-là, pour pas qu'ils se trompent en fait, et pour assurer finalement au territoire que on va pas laisser s'installer quelqu'un qui risque de se tromper en fait, et pas réussir à mener à bien son projet. On accompagne justement tous ces porteurs de projets, les vendeurs, mais aussi les acquéreurs. On les accompagne dans la transaction. On a pas mal d'avantages, mais on y verra tout à l'heure comment ça peut se passer. Mais c'est vrai que voilà, la SAFER aussi, elle oriente ses choix grâce à ces comités techniques qui sont un véritable parlement du foncier dans lequel sont représentés les organismes professionnels agricoles, les syndicats, mais aussi les collectivités territoriales et tous les acteurs de l'environnement. Et puis plein d'autres acteurs, les propriétaires forestiers, les propriétaires fonciers. Donc c'est vraiment un vrai parlement du foncier au niveau local qui va choisir finalement le porteur de projet qui sera retenu pour le bien qui est en vente. Voilà. Est-ce que vous voyez effectivement un changement dans le profil des porteurs de projets aujourd'hui, avec des porteurs de projets qui sont peut-être plus orientés vers une agriculture qu'on pourrait qualifier de nourricière, à vocation effectivement strictement territoriale, ou est-ce que globalement il n'y a pas vraiment de changement dans le profil des porteurs de projets ? Eh bien, si, on voit vraiment une diversification des projets. On a des nouveaux porteurs de projets qui viennent d'horizons très, très variés, qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole et qui souhaitent mener des projets qui peuvent être un petit peu intermédiaires par rapport à ce qu'on voyait habituellement. C'est vrai que classiquement, alors sur notre territoire, on avait l'exploitation bovin-viande, l'exploitation bovin-lait, l'exploitation céréalière et des porteurs de projets. Je fais très simple, je schématise vraiment à l'extrême, et des porteurs
porteurs de projets qui souhaitaient s'insérer dans ces différentes filières. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On voit apparaître tout un tas d'autres porteurs de projets avec des projets très divers, très variés, très nouveaux. Ça va de la production d'insectes pour l'alimentation animale à la culture de safran, de plantes aromatiques, enfin vraiment des choses très très variées, et souvent avec une composante agricole et une autre composante. Ça peut être je veux faire de l'agritourisme, je veux faire de l'accueil chez moi, une partie chambre d'hôte, une partie agricole, un peu d'élevage équin. Enfin, voilà, c'est très très divers. Et c'est vrai que parfois, on a un peu du mal à s'y retrouver parce que est-ce que c'est vraiment des projets professionnels? Est-ce que c'est des projets de vie? Est-ce que c'est des projets de vie à vocation professionnelle? Voilà, il faut vraiment arriver aussi à orienter ces porteurs de projets pour qu'ils eux-mêmes déterminent bien quelle sera la nature de leur projet. Est-ce que c'est véritablement un projet professionnel dont ils vont vivre, ou est-ce que c'est plus un projet de développement personnel et avec une autre activité qui va leur permettre de vivre d'autres choses. Voilà. Très bien. Anne-Carine, on va rester avec vous là pour embrayer sur la question 2. Ce que vous voyez comme contrainte, comme nœud, comme facteur limitant à ces dynamiques de territorialisation là. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, vous repérez, vous, des éléments qui... Oui, alors il peut y avoir plusieurs contraintes. Donc c'est vrai que sur ces projets qui souhaitent se mettre justement dans des secteurs plutôt périurbains, parce que justement c'est le bassin de consommation, donc il faut que si c'est des filières courtes, qu'il puisse y avoir une possibilité d'approvisionner le territoire sans que ce soit à 50 km. Donc c'est vraiment un critère. En gros, les porteurs de projets, ils vont vouloir tous un peu s'insérer au même endroit, des endroits en plus où il y a déjà une concurrence entre le développement urbain et l'agriculture, et où on a déjà des exploitations agricoles qui sont déjà positionnées là et qui souhaitent aussi se développer et continuer finalement leur vie, quoi, tout simplement. Et donc ces contraintes de concurrence, elles sont vraiment à aborder avec beaucoup de... Il faut vraiment qu'on aille creuser loin le projet des gens pour vraiment savoir ce qu'ils veulent faire et qu'on puisse justement apporter à nos comités techniques le contour de leur projet pour qu'ils puissent choisir en toute connaissance de cause entre deux projets pour savoir lequel aura le plus d'impact positif sur le territoire. Au-delà de la concurrence, il y a effectivement parfois justement, je dirais, des porteurs de projets dont le projet n'est pas encore complètement bien abouti. Donc c'est vrai que ça peut être un facteur un petit peu limitant parce que des gens ont certainement envie de développer des petites structures, mais est-ce qu'ils ont pu avoir les diplômes nécessaires, la capacité agricole nécessaire pour pouvoir le mener à bien et l'accompagnement nécessaire aussi pour pouvoir convaincre un comité technique s'affaire, une banque, enfin tous les décideurs, on va dire. Une des dernières contraintes qu'on a pu rencontrer, notamment sur de l'activité maraîchère, c'est que le schéma directeur régional des exploitations agricoles, qui nous guide un petit peu, nous, dans nos choix, puisque comme on est sous tutelle de l'État, des ministères de l'Agriculture et des Finances, on se doit d'être quasi en concordance avec leurs critères, donc avec le SDREA. Or, sur les exploitations maraîchères, et notamment ceux qui font des serres, il y a des équivalences très fortes. La pondération, elle est très forte. 1 hectare de culture maraîchère correspond à 5 hectares de culture classique. Et quand on est sous serre, alors là, on est vraiment sur des équivalences, des pondérations qui sont très, très importantes. Ce qui fait que des gens qui ont vraiment une activité maraîchère qui alimente vraiment le bassin de vie avec alimentation des marchés locaux, des supermarchés locaux, etc., ils ont du mal à développer leur structure parce qu'ils vont être complètement en équivalence disproportionnée par rapport aux exploitations un peu plus classiques. Voilà ce qu'on a pu observer parfois et un facteur un petit peu limitant par rapport à ça. Très bien. Donc, un sujet particulièrement prégnant sur les territoires qui sont très spécialisés, comme le sont les départements du Cantal. 500 000 têtes de bétail pour 150 000 habitants. Donc, on voit la spécialisation. Dans le Ségala-Lotois, c'est un peu la même chose. Donc voilà, même question, messieurs. Sur les points de blocage, les nœuds
les facteurs limitants que vous voyez à cette territorialisation, et peut-être aussi, peut-être déjà quelques pistes de solutions que vous voyez, mais déjà je voudrais qu'on fasse bien le point sur ce qui bloque, ce qui coince. Alors, pour ma part, effectivement, je crois que vous avez bien brossé le périmètre comme le Cantal. Enfin, j'entendais tout à l'heure l'Isère où finalement on fait tout sauf le poisson. Bon, le Cantal est... oui, c'est vrai, sauf les produits de la mer, pardon. Pour reprendre vos termes, effectivement, le Cantal est encore loin de ça. Je disais tout à l'heure, on peut arriver vraisemblablement à fournir 57% du volume d'une cantine avec ce qui est produit localement. Il y a tout un tas de produits, notamment les produits de la mer, mais pas que, qui ne pourront pas venir du département, en tout cas pas à court terme. Et une des premières choses que je vois, en fait, c'est effectivement, on a beaucoup de transitions qui sont à l'œuvre aujourd'hui. La territorialisation est une des facettes de ces transitions. Et s'il y a un premier nœud à avoir en tête pour moi, c'est le fait que les transitions sont des choses qui se considèrent dans le temps long. En tout cas, lorsqu'on parle d'agriculture et lorsqu'on est agriculteur, c'est-à-dire demain matin je ferai autre chose, ce ne sera pas radicalement différent demain que ce que je fais aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai acheté du foncier que je paye sur 20 ans, parce que j'ai investi dans un certain nombre d'infrastructures qui me permettent d'avancer. Alors, je ne vais pas tout mettre sur le dos de l'endettement, hein, ce n'est pas forcément ça, mais dès qu'on crée une activité, il faut déjà un certain temps pour la maîtriser, pour être compétent à l'intérieur, pour être à l'aise dedans, et on a besoin de pouvoir avoir un certain temps pour pouvoir le faire. Et alors envisager encore de changer à nouveau, envisager les choses dans le temps long. Pour certains, ce sera 5 ans, pour d'autres 10 ans, pour d'autres 15 ans. Et le deuxième aspect autour de ces transitions, je dirais, c'est aussi avoir en tête de tolérer l'hybridation des systèmes. Je vous disais tout à l'heure, je suis sur une exploitation où je fais peut-être très peu de circuits relativement courts, un peu plus de circuits un peu plus longs. Et encore, je dis long parce qu'il y a un intermédiaire de plus, mais dont la moitié est quand même vendue en local. Ce circuit, j'ai une exploitation qui fait à la fois du long et du court, et j'ai des voisins qui font du 50-50. J'ai des voisins qui font d'autres activités qui ont diversifié. J'en ai même un qui vient de s'installer, qui se dit allez, je tente le maraîchage de plein champ. Alors pour le coup, ses parcelles ne sont pas irriguées, mais il a des parcelles qui vont plutôt pas trop mal pour ça. Il a envie de le tenter. Il a trouvé une contractualisation possible avec quelques commerçants locaux ou cantines locales. Voilà, son exploitation, il me dit, moi clairement, je vais vivre des bovins pendant les 20 prochaines années. Par contre, je vais mettre à profit les 20 prochaines années pour hybrider mon système et produire autre chose. Donc, parmi les nœuds autour de cette question, je pense qu'il y a un débat à avoir ou une considération à porter autour du temps long et des systèmes un peu hybrides. De la même manière que... alors tout à l'heure, je pense que vous l'évoquiez un petit peu au travers de la taille critique des entreprises. Alors ça vaut pour les exploitations agricoles, ça vaut pour les entreprises de transformation. Et pour autant, finalement, au travers de ma coopérative, je constate que nous avons des outils de transformation qui sont de taille ridiculement petite par rapport aux plus gros opérateurs nationaux. Je pense à la famille Bigard, je pense à... pour citer le plus gros, comme ça au moins, il n'y a pas de nuance. Faisons dans la caricature. Et pour autant, nous existons. En clôture des comptes, alors pas toujours tout à fait à l'équilibre, mais on se rapproche quand même, on tend vers cet équilibre, parce que l'économie nous amène à dire vous n'équilibrez pas, vous disparaîtrez. Donc on tend vers cet équilibre, et pour autant, on existe. On existe parce qu'on va sur des segments de marché un peu différents, qui rapportent un peu de valeur ajoutée. Alors clairement, une partie de cette valeur ajoutée va compenser une moindre performance liée à l'échelle des outils, à l'échelle des exploitations. Mais pour autant, c'est un choix pour un consommateur, je pense, de mettre un peu de prix dans un approvisionnement local. C'est parfois, par contre, pour lui, un peu incompréhensible de dire mais pourquoi ça vient de plus près et c'est plus cher. Alors, c'est pas
une obligation que ce soit plus près et plus cher, mais pour autant, il y a des problématiques par rapport à cette échelle-là. Et je trouve que vos réflexions par rapport à ce sujet, de dire finalement, est-ce qu'il faut que tous les producteurs individuellement fassent de la transformation, ou est-ce qu'on a une espèce d'échelle intermédiaire d'outils qui sont pas de l'immense industrie d'envergure régionale ou avec une grande usine dans chaque grande région française, mais plutôt une petite usine par canton. Enfin, je dis usine, mais on frise l'artisanat à ce niveau-là, mais qui a quand même une pertinence économique et une échelle qui lui permet d'atteindre un peu une taille critique, qui permet à la fois de fournir toutes les semaines de l'année, d'être un petit peu moins dépendant de la saisonnalité des productions, ou de pouvoir jouer avec plusieurs types de clients, parce que moi j'interviens beaucoup dans le monde de la viande. Quand on transforme un bovin ou un cochon, on partage l'animal en 5, 10, 15, 20 morceaux, et il nous faut entre 3 et 10 clients pour valoriser un animal entier. Je le disais tout à l'heure pour le cochon, nous faisons des jambons et des saucissons qui sont principalement vendus sur de la grande distribution, dans des rayons plutôt qualitatifs, mais nous les vendons quand même à de la grande distribution pour pouvoir nous permettre de vendre des longes à des bouchers et du sauté à des restaurateurs. Et on a besoin de ce pool de clients, et aucun d'entre eux ne tolère d'être en rupture 3 fois par semaine. Quand il y a des enfants à nourrir tous les jours dans l'école, il faut pouvoir livrer tous les jours. Et pour imager cela, dans un département comme le Cantal, qui, en termes de viande, est particulièrement exportateur, du fait de ce que vous venez de dire, 500 000 vaches pour 150 000 habitants, en cochon, on pourrait être autosuffisant. On est autosuffisant, mais pour autant, on exporte plus de la moitié de notre production. Alors, on peut aussi effectivement souligner que le Cantal, c'est en moyenne 1000 mètres d'altitude, donc on ne produit pas tout ce qu'on veut, mais qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de viandes qui sont sous signe de qualité. Oui. C'est-à-dire qu'un Parisien va reconnaître effectivement qui mange de la viande de Salers. Et est-ce que ça, c'est pas une forme de territorialisation ? Un peu plus. Peut-être que je vais englober ça dans l'hybridation possible des systèmes. Effectivement, quand on vend nos produits à l'extérieur, on en vend, grosso modo, en cochon la moitié en local, en bovin plutôt 20-25% en local. Donc à moins de 100 km, tout le reste va au-delà. Et quand je dis au-delà, c'est principalement des produits qui vont sur la région parisienne, sur la région bordelaise, sur la région lyonnaise, étiquetés la vache salaire, la vache aubrac, issus des territoires d'altitude du Massif central, avec l'élevage à l'herbe, des labels rouges éventuellement. Et on vise clairement des créneaux plutôt qualitatifs et plutôt à valeur ajoutée. Et avec des consommateurs qui savent ce qu'ils mangent. Qui, au fond, dans leur vie urbaine, s'identifie aussi à un territoire. Alors, effectivement, est-ce que c'est de la territorialisation ? Ça peut ouvrir un grand débat, une conférence philosophique sans doute, mais à elle seule, quoi. Guillaume, à vous, sur aujourd'hui les nœuds, les difficultés, les facteurs limitants que vous rencontrez. C'est un peu la même punition, hein. Donc effectivement un territoire plutôt d'élevage. Vous nous racontiez la belle histoire tout à l'heure de la coopérative qui distribue et qui alimente la population locale à travers 5 magasins de producteurs. J'ai appris cette semaine que le Lot était un des territoires où il y avait le plus de magasins de producteurs en France. 59. Voilà, vous explosez les scores. Donc voilà, tout à la fois, c'est effectivement pareil, un troupeau de 20 000 têtes de bétail et 1% qui ont consommé sur le territoire, c'est vous qui me le disiez. Donc 99% qui est exporté. Et là, à ma connaissance, pas de signe de qualité. Alors, effectivement, quelques chiffres pour situer. Nous, notre zone, c'est pas 20 000, mais plutôt 25 000 vaches allaitantes. Et on en passe dans nos boucheries, 3 vaches semaine. 150 vaches par an. Donc, moi, le premier nœud, il est dans nos têtes. Et c'est exactement ce que vient de dire Benoît. Le premier nœud, c'est de se dire, c'est pas le local contre le global. C'est le local et le global. La
territorialisation sera réussie quand on arrivera à faire du et non du ou. Et ça, c'est vachement important parce que justement, je sens bien que comme on est dans un retour de balancier, il y a une logique de revanche. Et la logique de revanche peut conduire à de l'agression. Et si on construit une agriculture duale avec les petits, les bons qui sont dans le court et les méchants et les gros qui sont dans le long, les deux seront perdants. Toutes les agricultures demain seront hybridées, comme le dit Benoît. C'est-à-dire qu'elles conjugueront différentes dimensions. Attention à ne pas faire du local un bocal où on s'enferme. Donc ça, c'est le premier point. Pour moi, le premier nœud, il est là. De quoi parlons-nous? La reterritorialisation, ce n'est pas un combat contre le circuit long. C'est une complémentarité essentielle. Le local a besoin du global, le global a besoin du local. Après, le deuxième point, me semble-t-il, et c'est un peu mon dada, vous l'avez compris, sur la co-construction. La territorialisation, c'est passer d'une logique où on pense en silo à une logique où on pense en système. Alors ça, on a beaucoup, évidemment, de progrès à faire. On est tous dans des institutions, on est tous dans des intérêts particuliers qui doivent se rencontrer, et ça, on ne sait pas faire, ou mal. Alors, on peut évidemment se féliciter parce qu'on progresse néanmoins. Il y a de plus en plus d'acteurs de l'intermédiation. Vous en faites partie. C'est-à-dire des métiers du lien, des métiers qui mettent en lien différents intérêts particuliers pour trouver une solution globale qui fait que la 1 + 1 = 3 et non pas 2. Donc le nœud est de construire ça. D'abord, n'être pas dans une logique de revanche. Ferme de Figeac n'a jamais critiqué le circuit long, elle en a besoin, nos agriculteurs en ont besoin. Ça participe même à l'équilibre général, et je dirais même que pour demain, il faut plutôt viser une agriculture hybridée qu'une agriculture dualisée. Sinon, on aura des territoires sympas de type Isère parce qu'ils ont tout sauf les poissons de mer, et on aura des territoires de malbouffe. Donc attention à l'égoïsme du local sympa. Deuxièmement, et puis je ne voudrais pas mettre ça en perspective aussi sur les enjeux mondiaux. Hein. Il y a aussi des enjeux mondiaux à intégrer. Et puis deuxièmement, c'est effectivement dans nos territoires, la vraie territorialisation, c'est savoir construire l'intermédiation entre les acteurs. Alors sur l'alimentation, c'est compliqué parce qu'il faut adapter des logiques très différentes. Et on voit bien qu'il y a plein d'outils qui arrivent et c'est tant mieux. Parce qu'il ne suffit pas de dire, là je vais casser un mythe, hein. Il n'y a personne qui veut que ses carottes viennent du Portugal et que son poulet vient du Brésil. Tout le monde est d'accord pour dire dans les cantines, ça serait mieux que ça soit plutôt bio, plutôt sympa et plutôt de l'agriculteur d'à côté. Il n'y a plus de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. La question, c'est comment on fait. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est le passage à l'action par l'intermédiation. Et ça, effectivement, c'est un des nœuds clés des prochaines années. Si on le fait en se disant qu'il faut construire du et plutôt que du ou, on va y arriver. Sinon, on n'y arrivera pas. Enfin, si, on y arrivera en faisant du 80-20. Et en mettant en avant 2-3 success stories. Alors, un département, l'Isère, une petite coopérative du Lot, ferme de Figeac, etc. Et on dira qu'on a résolu le problème. Ce n'est pas vrai. Si on veut reterritorialiser vraiment, faisons pas du local un bastion, faisons du local une ouverture et construisons l'intermédiation qu'il nous faut entre les différentes échelles. Merci Guillaume, c'est très clair. Nicolas Portas. Donc, c'est compliqué de rebondir. De prendre la parole après ce plaidoyer pour... c'est compliqué de rebondir derrière ces propos auxquels on peut que souscrire, hein, forcément. Après, voilà, je pense que ça va faire un peu de la redite. On a la chance d'avoir de nombreuses émulations territoriales qui se mettent en place. Hein.
le rythme a été fait en très très peu de temps. Si on remonte 15 ans en arrière, on était loin d'avoir tout cet outillage et toute cette envie de travailler, de collaborer ensemble. Après, voilà, je rejoins tout à fait. Il ne faut pas opposer dans la démarche agri-locale, par exemple, qu'on peut porter. Tout le monde doit avoir sa place, du petit producteur au gros producteur, les filières courtes, les filières courtes et les filières longues. Et c'est en travaillant avec cette complémentarité, cette diversification qu'on doit pouvoir réussir. Après, des points de vigilance à avoir sur les échelles, je vous rejoins tout à fait. Il ne faut pas qu'on se retrouve avec des dynamiques de reterritorialisation mettant les territoires en opposition et en concurrence les uns par rapport aux autres. Il faut arriver à créer de la synergie. Et certes, il y a de nombreuses démarches PAT qui émergent, mais il faut arriver à créer le lien entre toutes ces dynamiques territoriales. Par exemple, on prend sur le département du Puy-de-Dôme, nous on a souhaité mettre en place un comité. On n'est pas rentré dans une démarche de plan alimentaire territorial. Il y a suffisamment d'initiatives locales à différentes échelles. Mais voilà, de mettre du lien et de la synergie dans la gouvernance de tous ces acteurs et de faire en sorte qu'un territoire qui aura une spécialisation particulière puisse alimenter un autre territoire et vice-versa, et qu'on ne se retrouve pas avec des aberrations de construction d'outils qui ne sont pas adaptés aux bonnes échelles ou sur lesquels il n'y aura pas de rentabilité non plus économique à terme. Il ne faut pas qu'on se retrouve à faire des erreurs qui ont pu être faites dans le passé. Après, si on fait plus le focus sur la restauration collective, la principale contrainte, c'est la multitude d'acteurs. Christophe le disait, les collectivités territoriales ont la charge de la restauration scolaire, mais il ne faut pas se tromper. Le département a la charge des différents collèges, les régions des différents lycées, mais ce n'est pas nous qui avons les pouvoirs d'achat derrière. Ce sont l'État, à travers les gestionnaires d'établissements qui sont pouvoir adjudicateurs, qui vont contractualiser les marchés publics. Nous, on exécute, on paye et on exécute dans les collectivités territoriales, départementales et régionales, mais les leviers sont quand même assez cadenassés. Donc il y a des avancées qui sont en train de se faire, notamment avec différentes lois, pour redonner un peu plus de pouvoir aussi aux collectivités pour mieux maîtriser leur alimentation. Merci beaucoup. Alors du coup, Christophe, tu as peut-être quelque chose d'autre à nous dire en ouvrant un peu les nœuds, les blocages. En préparant, tu me parlais de la question qui advient, c'est une question logistique. Ouais, je te souffle la réponse. Non, mais enfin, je pense qu'on est, pour rebondir là-dessus, enfin, on est d'accord là-dessus, sur cette vision-là. Effectivement, moi, concrètement, en préparant effectivement la journée d'aujourd'hui, c'était ça. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a un peu d'expérience, je veux dire qu'on a avancé, qu'on a pu effectivement, quand on a lancé ces dynamiques, identifier les producteurs, l'offre locale, et d'un certain côté. Et puis de l'autre côté, quand on a identifié aussi les acheteurs, que ces gens-là sont mobilisés aussi, qui sont demandeurs aussi à leur tour, la difficulté après, c'est de les mettre en lien. Et je pense que c'est la logistique, y compris même, parce que pour reprendre ce clin d'œil, effectivement, l'Isère est un département agricole où on trouve tous les produits, mais les choses sont ainsi faites qu'on ne les trouve pas non plus partout sur tout le territoire de l'Isère. Il y a quand même, on est confronté aussi, comme le Cantal, en zone d'altitude, si je résume, plutôt des zones d'élevage. Les fruits et les légumes, c'est plutôt en zone de plaine. Et encore même, si on se remet la géographie en tête, le bassin fruitier essentiel du département de l'Isère, il est sur la vallée du Rhône, quand on va de Lyon à Valence, justement. Donc comment on maille les territoires, et là-dessus, je suis en train, et comment on maille les territoires pour pouvoir croiser, c'est mettre en relation les acteurs, croiser les produits, pouvoir acheminer les produits vers les acheteurs, que ce soit la restauration collective ou les grandes surfaces. Donc la question, elle est sur la logistique aujourd'hui. Y compris même sur ces logiques aussi d'acteurs de territoires qui veulent reterritorialiser, construire, avoir leurs produits. Du coup, on est amené à de plus en plus à aller sur des territoires les plus excentrés possibles, les plus difficiles, les zones de montagne, etc. Et là, on se confronte justement à ces questions d'équilibre économique, de rentabilité, amener des produits pour un repas sur une
une école qui est en zone de montagne, etc., ça devient très difficile. Donc il y a cette question, moi je pense, de logistique aujourd'hui, si on veut bien arroser tous les territoires et pas se centrer sur les grands pôles urbains, etc. Et puis c'est lié, je pense aussi, ça a été évoqué, la question des outils de transformation, de conditionnement et de leur rentabilité. Et là c'est pareil, je pense que plus on avance, plus la demande est exigeante et plus la barre est placée haute. C'est-à-dire que si je prends un exemple, effectivement, j'ai 2-3 exemples qui viennent en tête, mais de la viande, ça a été évoqué aussi précédemment. D'accord, ok, on a pu mobiliser des acteurs qui sont structurés avec éleveurs de saveurs, identifiés sur des races bouchères, charolais, limousines, pour pouvoir répondre à la restauration collective, etc. Mais après se dire, ok, d'accord, mais est-ce qu'on peut aussi, la demande de la restauration collective, c'est de dire, mais est-ce qu'aussi on peut avoir du steak haché surgelé, parce que ça, voilà. Donc du coup, la question, c'est développer un atelier avec l'abattoir de Grenoble, avec les collectivités, le département, la métropole grenobloise, travaille sur la création, l'émergence d'un atelier de surgélation de steak haché pour avoir du steak haché local. C'est la question, du lait aussi, on a des producteurs, pour avoir du lait local, mais le lait local, mais il faut aussi qu'il soit embouteillé à Isère, parce que le consommateur, quand il va prendre la bouteille de lait, la brique, il va voir l'estampille, s'il n'y a pas 38, il ne va pas comprendre, etc. Donc il faut qu'on puisse aussi mettre en bouteille à Isère. Voilà, donc chaque fois, on monte la barotte comme ça. Sur les légumes, il y a eu la question de la légumerie, mais se pose aussi la question, il y a un projet là, à Isère, y compris avec des financements de plan de relance, de France Relance, justement aussi, de pouvoir faire du légume local surgelé, pour pouvoir aussi pouvoir répondre à cette demande et créer les pics de production l'été où il y a justement les écoles ne commandent plus. Il y a des réflexions là-dessus. Et tout ça pour le faire localement. Donc, et avec des outils qui soient rentables aussi, à une échelle de territoire, trouver cette échelle de territoire pertinente. Et là, pour conclure aussi là-dessus, on va pas être trop long, c'est le hiatus, je partage les propos, c'est que c'est un peu aussi l'effet pervers du dispositif PAT qui est impulsé par le département. Parce que certes, on peut aussi se féliciter qu'il y ait de plus en plus de PAT. Nationalement, le ministère affiche, et c'est bien, j'ai envie de dire, je ne vais pas porter un jugement là-dessus, parce que ça amène des acteurs locaux, quels qu'ils soient, les politiques, les décideurs et les acteurs économiques aussi à s'interroger et les consommateurs sur leur alimentation. Mais du coup, ça entraîne ce réflexe de réfléchir effectivement avec sa chapelle, son petit territoire, et de voir effectivement les limites du monde uniquement à son échelle de territoire, et de se dire, alors sur mon territoire, il faut que j'ai ma légumerie, etc. Et avec ces soucis d'équilibre financier. Et donc c'est là-dessus que le département aussi, on a une action aussi pour travailler effectivement sur cette animation de territoire et essayer de mailler les territoires, amener y compris les élus locaux à réfléchir, à avoir une vision plus d'ensemble, plus globale, pour faciliter aussi ces questions logistiques, de dire on va peut-être mailler l'offre, la demande, etc. Et pouvoir trouver aussi quels outils on va construire, à quelle échelle de territoire ça va être pertinent pour être économiquement viable, etc., etc. Donc je pense que les difficultés aujourd'hui, ils sont là, la croisée des chemins se situe à ce niveau-là, je pense, aujourd'hui. Ok, on voit qu'on a commencé à traiter, qu'on traite en même temps la question 3 qui était comment coopérer de plus demain. Donc du coup là, on voit jouer les complémentarités à l'échelle des territoires, à l'échelle, donc pour trouver effectivement la mixité des produits, mais aussi faire du lien entre les dynamiques. Adrien, et c'est vous qui terminerez avant qu'on se tourne vers notre public pour quelques questions. Donc sur les points de blocage, les solutions et finalement comment mieux coopérer demain. Est-ce que vous avez des éléments de réponse ? Alors j'irais dans le sens de ce que vous avez dit sur le fait de ne pas opposer local et global. Pour vous donner un exemple, la coopérative dans le nord de la France avec qui on travaille produit 100 000 tonnes de légumes par an. Le projet pour servir la restauration collective et la GMS sur la restauration collective, 10% de part de marché sur le Nord et le Pas-de-Calais, c'est 2000 tonnes par an. Donc on voit qu'on n'est pas du tout sur les mêmes échelles et que le 100% local ne suffira pas de toutes les façons à faire vivre une COP, à faire vivre tous les producteurs. Et je pense que c'est un des premiers freins potentiellement au développement des circuits de proximité, c'est la taille des organisations qui sont en place, des outils qui sont en place aussi. Parce que quand une COP regarde un projet comme ça, et dans le mécanisme de fonctionnement des COP, il faut que les projets qui soient apportés bénéficient à tous les coopérateurs. Mais quand on regarde le nombre de producteurs qu'il faut pour produire 1500 à 2000 tonnes de légumes par an,
c'est pas grand-chose. Donc ça va concerner peut-être 30, 40 producteurs de la COP. Donc la COP va se dire comment est-ce que je justifie à mes coopérateurs que je vais investir dans un outil qui ne bénéficiera qu'à quelques-uns. Donc je pense qu'il y a un premier frein déjà sur la gouvernance, sur l'organisation, qui fait que ces projets qu'on a envie de mettre en place parfois se heurtent au fait que les acteurs en place ne peuvent pas forcément les mettre. Donc il y a très certainement des nouveaux modèles, des nouvelles gouvernances de COP à imaginer. Et en plus, je pense que ces nouveaux modèles, ces nouvelles gouvernances peuvent être demain des leviers de recrutement aussi pour les coopératives, parce qu'on a beaucoup parlé de renouvellement des générations agricoles. Beaucoup de personnes s'installent dans des schémas de vente directe. On a rencontré aussi pas mal d'agriculteurs dans le cadre de nos activités qui sont contre le schéma coopératif. Et moi, je pense au contraire que les COP ont complètement la place dans ce dispositif-là, mais plutôt d'être celles qui offrent des outils qui facilitent la transformation et la mise en marché, et sans forcément à chercher à tout contrôler et à intermédier. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième frein, c'est la facilité de ce qui existe déjà. On a eu pendant le confinement l'explosion des ventes à la ferme, puis ensuite les GMS sont rouvertes et les ventes à la ferme sont reparties aussi sec. C'est aussi vrai dans la restauration collective. Se passer de Pomona, Transgourmet, donc les grossistes, c'est très très compliqué parce que vous avez juste un seul interlocuteur, le catalogue complet, fruits, légumes, viande, sur toutes les catégories de produits. Vous pouvez commander du jour pour le lendemain si vous avez oublié de passer commande la veille, alors que la vente directe, le producteur n'a pas forcément le produit, pas forcément les stocks. Donc il y a des vrais changements de modèle, ou alors de se brancher sur les tuyaux qui existent déjà pour que ça soit aussi simple pour les clients d'acheter des produits de proximité que des produits qui viennent un petit peu plus loin, et que tout ça soit agrégé dans des mêmes tuyaux de distribution. Et puis le troisième sujet, et qui fait le pont du coup avec la dernière question, c'est la difficulté, je pense, des mondes à se rencontrer. On parle des PAT. Moi, ce que je constate, c'est que dans les PAT, c'est beaucoup les collectivités, le monde associatif et des agriculteurs indépendants, mais l'agriculture organisée, la grande distribution, la restauration collective privée sont complètement absentes de ces initiatives-là. Et il y a parfois d'ailleurs des mondes qui s'opposent entre les deux, ou là encore l'exemple du Nord, où les grandes coopératives présentes ne sont pas forcément bien regardées par les élus qui travaillent sur la question des PAT. Donc je pense qu'il y a une méconnaissance en fait des deux, et donc on a besoin d'essayer de remettre ensemble tout ce monde-là, parce que la dynamique des PAT elle est très très positive et très très utile, mais il faut réussir à trouver des modes de gouvernance, des projets communs aussi, pour que des grandes coopératives, des acteurs de la grande distribution, des acteurs de la restauration collective privée aussi participent à ce mouvement-là. Voilà ce que je peux dire en conclusion. Super Adrien, merci beaucoup. Je pense que là il y a consensus, en tout cas autour de cette table. On va se tourner vers la salle, vers les participants. Il nous reste 8 minutes pour terminer cet atelier, cette table ronde. C'est Jason qui va distribuer le micro. Allez, très bien. Et donc du coup, une première question. Là, donc, vous vous présentez, s'il vous plaît, et puis effectivement, une question, une remarque, une réaction ou un partage d'expérience rapide. Clémentine Reynaud, je suis élue sur un canton des Combrailles et je participe au PAT émergent des Combrailles. Je voulais juste vous rassurer, il y a des PAT avec des comités scientifiques où il y a des chercheurs, où il y a plein d'autres gens, et c'est notre cas. Donc on essaye de ne pas avoir une réflexion que de clocher, mais de l'inclure vraiment dans une réflexion globale, en lien aussi avec les biorégions, en lien avec le changement climatique, etc. Voilà, donc soyez rassurés sur... En tout cas, il y en a, des comme nous. Oui, alors je voudrais revenir sur juste ce que vous avez pu dire sur les différences d'échelle. Autant la notion d'hybridation, elle me semble importante. En revanche, on ne peut pas dire que le local et le global, ça doit marcher main dans la main si on ne définit pas ce qu'on entend par global.
Paris, pour moi, c'est pas le global d'aujourd'hui. Le global d'aujourd'hui, c'est quand j'ai des tourteaux de soja qui viennent du Brésil, c'est quand j'ai des intrants qui viennent de Russie, etc. Voilà. Donc, je pense qu'on peut pas. Voilà, il va falloir affiner, pas aujourd'hui, mais ces différences-là, c'est important. Pour ces questions d'échelle. Alors la question d'échelle, on l'a aussi au niveau des réseaux de distribution. Aujourd'hui, pour ce que je connais en tout cas moi de cette partie-là, parce que c'est qu'une partie de ce que je fais, sur nos combrailles, on n'a pas de grande surface et on n'a pas forcément envie d'en avoir plus. Et par contre, on n'a pas d'alternative aujourd'hui. Donc, je pense que sur la distribution, il y a vraiment des réflexions à mener, tout comme il y a une réflexion à mener sur les habitudes de consommation, qui sont souvent liées à des trajets, travail, maison, etc. À la facilité, hein, un supermarché, on se gare, il n'y a pas de problème, il y a tout en un seul lieu, il n'y a pas de problème, parce que finalement, est-ce que les gens ont le temps de faire leurs courses comme ils allaient au marché? Certains y vont encore, heureusement, mais voilà, donc il y a vraiment quel temps on consacre à l'approvisionnement dans nos vies. Voilà, il y a déjà ça. Après, j'avais une autre remarque sur la saisonnalité. Je pense que la planification au niveau de l'alimentation, des scolaires, des EHPAD, etc., qui existe, mais des fois, au lieu de mettre chou-fleur pour telle semaine, eh ben, si on laisse légumes, ce sera plus simple pour trouver des producteurs locaux, par exemple, parce qu'on voit bien que le climat change. Et enfin, pour ne pas être trop longue, je voulais m'adresser un peu plus précisément à Madame Kemener, qui représente ici la SAFER du Puy-de-Dôme, sur plusieurs choses. Donc il y a des remarques. Il y en a une, c'est sur le Parlement local que vous avez évoqué. Je voulais juste préciser que c'était les conseils locaux, ils n'étaient que consultatifs. Hein, donc je voulais quand même mettre ce petit bémol-là. J'avais des questions également sur les candidatures. Est-ce que, du coup, la SAFER, elle a une démarche proactive quand il y a des terres ou des exploitations qui se libèrent? C'est-à-dire, est-ce que vous faites finalement avec les gens qui sont candidats et qui se déclarent, ou est-ce que vous essayez d'aller chercher, notamment, vous parliez du maraîchage, est-ce que vous avez une démarche proactive là-dessus? Et enfin, oui, je voulais juste rappeler que, à mon sens, vous êtes dans un vrai dilemme, c'est-à-dire qu'on vous impose de plus en plus de choses. Vous parlez d'un schéma directeur régional, également, vous avez évoqué le plan pluriannuel stratégique, donc ça, on peut se féliciter, hein, qu'il y ait une déplanification. Seulement aujourd'hui, je ne suis pas sûre que vous receviez beaucoup de deniers de l'État en direct, alors qu'à l'origine, les affaires avaient été financées, c'était le point important, elles étaient financées par l'argent public. L'idée, c'était de maintenir des terres accessibles, financières, à des coûts accessibles. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, comment vous résolvez ce dilemme? C'est-à-dire qu'il va falloir que vous vous financiez, en particulier sur les transactions. Donc, comment on arrive à mener toutes ces actions-là avec cette contrainte-là? Merci. Merci. Alors, peut-être qu'on ne va pas reprendre une question tout de suite, parce que là, il y a quand même beaucoup de questions et de remarques et de réactions qui vont amener. Donc, Anne-Carine, effectivement, peut-être répondre très directement, et puis après, on verra qui veut intervenir sur les premières remarques, réactions qui ont été posées. Oui, c'est vrai, je vais essayer d'aller vite. Oui, effectivement, je ne vais peut-être pas réaffirmer assez fort, mais les consultations locales, donc à l'échelle cantonale, elles ne sont que consultatives, et c'est le comité technique ensuite départemental qui va donner son avis sur le choix des candidats. Au niveau des candidatures, jusqu'il y a à peu près 2 ans, on faisait des publications légales et sur Internet pour recevoir effectivement toutes les candidatures possibles sur les biens qu'on avait en vente. Aujourd'hui, on a embauché une nouvelle personne qui va non seulement rechercher des propriétés à la vente un peu plus diversifiées que ce qu'on pouvait avoir jusque-là, et qui vient aussi récolter les candidatures des porteurs de projets qui n'ont pas encore trouvé le bien de leurs rêves, mais qui ont un projet en tête et qui vont nous déterminer, moi je voudrais faire du maraîchage, je recherche une 15aine d'hectares avec une maison dans tel et tel endroit et avec tel et tel budget. Une fois que ces fiches-là sont renseignées, quand on rentre une propriété qui correspond à ces critères, la personne qu'on a embauchée va envoyer la fiche à cette propriété, ce qui fait qu'on a une démarche proactive pour mettre en lien des biens qu'on peut avoir à la vente avec des candidatures et des projets qu'on nous a décrits.
Et enfin, pour aller plus vite aussi encore, la partie financière. Donc effectivement, on n'a pas abordé ça, mais la SAFER, c'est une société privée, donc elle n'a plus aujourd'hui de financement de l'État, ça fait déjà un moment. Cela dit, on a un partenariat fort avec la région qui nous octroie une subvention si on répond à tel et tel critère dans nos attributions, c'est-à-dire qu'on a des aides quand on répond à des enjeux finalement de dossiers complexes dans lesquels les collectivités sont intervenues, ça s'appelle les projets d'aménagement. Donc là, on a une aide régionale à chaque fois qu'on fait un dossier de cette manière-là. Sur les projets d'installation complexes qui répondent à plusieurs critères, donc installation avec DJA, donc dotation jeune agriculteur, et qui est en plus par exemple un critère de circuit court ou labellisé bio ou d'autres critères qui peuvent répondre aujourd'hui à des critères environnementaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple. Voilà, je vous donne quelques petits critères comme ça. Donc, ce sont à peu près les seuls financements régionaux, si ce n'est des conventions qu'on peut avoir avec certaines autres collectivités, mais c'est pas vraiment de la subvention, hein, c'est plus de la prestation de service. Et après, toutes nos autres ressources, elles viennent des transactions qu'on effectue. Donc, effectivement, ce sont les acquéreurs qui payent une prestation de service à la SAFER. Et ce que je ne vous ai pas dit non plus tout à l'heure, c'est qu'effectivement, en contrepartie de leur attribution, ils ont un cahier des charges. Ils s'engagent pendant 10 à 15 ans à conserver finalement la destination qu'ils ont dévolue, donc soit l'installation, soit la consolidation de leur exploitation. Ils s'engagent à exploiter de manière agricole le bien pendant 10 à 15 ans. Et en contrepartie de ce cahier des charges, qui peut être un peu contraignant, hein, puisqu'on peut leur demander des comptes, eh bien, il y a une exonération fiscale, c'est-à-dire que l'acquéreur, il a une exonération des droits d'enregistrement, il n'y a pas de perception au profit des collectivités locales de la taxe qu'on paye habituellement quand on est chez le notaire. En gros, chez le notaire, c'est un petit peu moins cher. Voilà. Merci pour ces précisions. Quand on a préparé cet échange, vous m'avez aussi dit, Anne-Karine, que vous travaillez avec les collectivités pour aussi repérer, comprendre quelle est la stratégie foncière, quelles sont les orientations. Et notamment, vous travaillez avec Nicolas. votre voisin là, et avec les animateurs, les conseillers départementaux à l'installation et à la transmission. Voilà, je voulais juste compléter. Oui, alors, on avait 1h30 de table ronde. D'ailleurs, on est en train d'exploser. Là, à partir de maintenant, on est en dépassement. Mais tout va bien. Donc, on ne pouvait pas effectivement tout traiter. Cette question autour de l'autonomie, effectivement, des exploitations, et notamment l'indépendance sur la protéine et sur l'import de... Voilà. Donc pour dire que le sujet de la territorialisation, c'est effectivement celui de la nourriture des hommes d'un côté, mais aussi, bien sûr, celui du cheptel ou des cheptels. Oui, je peux dire un mot. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Quand je disais qu'il fallait trouver les bonnes complémentarités, ça veut dire qu'il ne fallait pas être critique avec ce que c'est que la globalisation et ce que c'est que la localisation, d'ailleurs. Il y a un sujet, évidemment, on a construit plutôt des filières longues et aujourd'hui, l'essentiel des protéines complémentaires dans l'alimentation du bétail vient effectivement souvent du soja qui vient du Brésil et qu'il va falloir en sortir. Donc tout le global n'est pas à prendre en soi et tout le local n'est pas à prendre en soi, c'est tout ce que je voulais dire. En fait, la territorialisation, c'est reprendre la main sur sa stratégie de développement entre du micro qui était éparpillé et du macro sur lequel on n'avait aucun poids, où on subissait davantage qu'on le pilotait. Voilà. Donc pour moi, l'enjeu de la territorialisation, c'est précisément se dire, un peu comme ont fait nos agriculteurs à la ferme de Figeac il y a 40 ans, c'était de se dire on ne veut pas un strapontin à Cahors. On veut pouvoir piloter notre destin. Ça passera par le retour vers le local, mais ça passera par la capacité à peser sur le global. Voilà. C'est ça l'enjeu. Et simplement un point, parce qu'on ne l'a pas du tout évoqué, mais moi je pense que l'apport de la recherche, l'apport des scientifiques est très important dans ces instances, ces agoras territoriales. Elle est très importante parce qu'on a toujours besoin de remettre en perspective et d'aider à la conceptualisation.
vous le savez, un problème bien compris est un problème qu'on arrive mieux à aborder. Et je pense que le rapport à la recherche, et là aussi, il y a besoin donc de territorialiser davantage la recherche. Merci Guillaume. Est-ce que sur la réaction de notre intervenante des Combrailles, il y a des compléments? Voilà, ok. Une dernière question. La dernière, alors, voilà, parce très qu'on est bien. attendu et qu'on a la plénière à 14h. Oui, voilà, on s'accorde encore 5 minutes pour une question où vous vous présentez, vous êtes super synthétique et des éléments de réponse de la Bonjour, part de nos invités. Carole, voilà, je voulais simplement, je vois un nœud qui n'a pas été mentionné. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une contradiction entre le message de l'État et les projets qui sont menés. Par exemple, on a des messages publicitaires en nous disant évitez de manger gras, salé pour votre santé, manger des 5 portions de fruits et légumes. Et en même temps, quand vous voyez les prospectus des grandes distributions alimentaires, elles font des promotions sur des produits transformés, gras, salés. Et quand vous avez des personnes qui ont des ressources limitées ou malheureusement elles se disent j'ai envie quand même de manger, on va dire un peu équilibré, sain, je choisis malheureusement des produits qui viennent peut-être de l'étranger et qui sont moins chers par rapport à des produits locaux. Et justement, comment vous pouvez agir de ce point de vue-là? Et aussi quand on voit le gaspillage alimentaire où malheureusement encore des gens aujourd'hui font les poubelles, vont au Resto du Cœur, ne peuvent pas manger à leur faim. Comment aussi les associer? Parce que la transversalité c'est bien, mais ces personnes-là ne sont pas en capacité de s'impliquer. Allez. J'y vais. Alors, on va faire très court, très synthétique. Non, effectivement, c'est une question de fond. Les PAT, justement, projet alimentaire de territoire, englobent ce volet-là. Pour pouvoir avoir un PAT reconnu par le ministère, il faut effectivement englober le volet social sous cet aspect-là. Donc, et notamment, les départements ont la compétence sur le social. Donc, c'est des actions qu'on essaie de mener, j'ai envie de dire, avec, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, tout ce que vous avez évoqué, comment on résout cette question-là, sans oublier le social, et l'accès justement de toutes les populations en situation de précarité, voire de pauvreté, comment on leur permet d'accéder à cette alimentation. Un exemple, donc le département de l'Isère livre des légumes et des fruits frais de nos agriculteurs à la banque alimentaire, parce que il y a toutes ces difficultés à accéder à ces produits-là. La difficulté, par contre, aujourd'hui pour les collectivités aussi d'intervenir, mais là, je vais ouvrir un autre débat et peut-être qu'on se reverra une prochaine fois, c'est sur la compétence alimentaire, justement, parce que l'État, effectivement, impulse la création de PAT, l'animation effectivement, et pour beaucoup les PAT reposent essentiellement sur l'engagement des collectivités territoriales, mais les collectivités territoriales n'ont pas la compétence alimentaire stricto sensu dans leur champ d'action. Elles ont une compétence restauration collective, les communes pour les écoles, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées. Mais en termes de politique alimentaire, de structuration, pour répondre à votre question, les collectivités n'ont pas cette compétence dévolue de par la loi, de par le code des collectivités locales. Donc du coup, on est pareillement sur une espèce de zone grise sur les champs sur lesquels on peut intervenir. Comment on peut intervenir pour être justement initiateur, impulseur de politique là-dessus et pouvoir justement avoir toute la légitimité pour intervenir. Donc là-dessus, il y a une zone d'ombre pour pouvoir bien structurer. Donc ça repose sur des démarches, des initiatives locales qui sont justement souvent qui font l'objet de tables rondes pour reprendre justement des exemples, des initiatives de réussite, de dire telle collectivité, tel territoire a fait ça, c'est intéressant, c'est une expérience intéressante. Mais si vous m'avez compris, les collectivités n'ont pas stricto sensu la compétence alimentaire pour pouvoir intervenir pleinement sur cette structure-là. Donc ça repose sur des volontés, sur des initiatives qui peuvent être inventées, avec effectivement l'avantage aussi de coller à la réalité aussi des territoires selon l'organisation et la typologie de chaque territoire. Et juste pour une initiative, je pense, qui est intéressante à regarder, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. C'est un projet en cours de développement, mais qui vise à donner accès sur des produits prédéfinis. Donc je pense que c'était à des aliments sains. Et je pense que c'est une initiative qui est très intéressante à suivre. On a des aides dans le domaine de la rénovation énergétique, par exemple. Donc on peut tout à fait imaginer que dans le domaine alimentaire, pareil, on vienne aider
des populations à avoir accès, plutôt que de donner les rebuts de la GMS qui parfois ne sont pas forcément très, très, très bons, mais qu'on ait une politique au contraire très, très volontaire de cibler des bons produits et de mettre en place les outils qui permettent à des populations précaires d'y avoir accès. Et c'est Ingénieurs sans frontières qui porte ce projet-là, je crois. Oui, il y a effectivement toute une dynamique autour de cette question. C'est vrai qu'on n'a pas abordé non plus dans cette question qui nous était posée vers une approche territoriale la posture du consommateur lui-même et tout le travail qu'il y a à faire aussi auprès du consommateur pour le sensibiliser et l'éduquer. Je suis vraiment navrée. Très bien. Alors, pour mémoire, on a fait un séminaire Cap Rural, là, le 3e séminaire régional des projets alimentaires territoriaux qui a eu lieu le 15 septembre, qui traitait justement de ces questions, ces enjeux d'accessibilité à une alimentation de qualité pour les personnes en situation de précarité ou de pauvreté. Et donc, du coup, la sécurité sociale et alimentaire a été... Voilà. Je pense que là, d'abord, on est contraint par le temps. Je vois Marion qui commence à me faire les gros yeux. Et puis, tout petit peu sur les grandes marges de notre sujet. Donc, merci beaucoup à vous 6 pour vos interventions, vos précisions, vos explicitations, du temps passé pour la préparation, pour le venir. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis et écoutés. Et merci aux organisateurs.